Vous êtes sur scène, vient le moment de jouer un standard bien connu. 1, 2, et 1, 2, 3, 4, et là, patatras, tout s'effondre, la manière dont vous exposez le thème est plate et monotone, le public s'ennuie, la rythmique s'endort, catastrophe. Mais comment éviter ça? Réponse dans cette vidéo, mais avant toute chose, générique! Jazzwomen, Jazzmen, bonjour, bienvenue sur la chaîne de jazzcomposer.fr dans laquelle on analyse des solos de maîtres afin d'en tirer des outils et des techniques qu'on peut appliquer dans nos propres solos pour progresser. Cette vidéo fait suite à la requête d'un abonné qui m'a écrit et qui m'a demandé comment faire pour interpréter une mélodie et qu'elle sonne jazzy, qu'elle sonne jazz, donc qu'elle sonne comme du jazz. Dans un premier temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le jazz, c'est un langage, ou plutôt c'est un idiome au sein de ce grand langage qu'est la musique. Imaginez que vous essayez d'apprendre par exemple le français mais avec l'accent québécois. Qu'est-ce que vous allez faire spontanément ? Je pense que vous allez écouter des gens qui parlent québécois, essayer de comprendre comment ils articulent, quel est leur jargon propre, et à un moment vous allez vous entraîner à reproduire ce que vous entendez avec vos propres phrases. Pour le jazz, c'est exactement la même chose. Ce que je vous conseille de faire, c'est donc d'écouter des grands jazzmen, vraiment les grands jazzmen que vous appréciez et vous imprégnez de leur sonorité, en particulier quand ils interprètent des mélodies. Si vous en avez les capacités, relevez-les, analysez au sein de leur discours les petits éléments spécifiques qui font qu'ils sonnent aussi bien. Donc ça peut être du phrasé, de l'articulation, des éléments rythmiques. Et enfin, entraînez-vous à reproduire tout ça sur votre instrument. J'ai bien conscience que tout cela est difficile à faire, surtout si vous débutez le jazz. Alors pour vous mâcher le travail, j'ai moi-même relevé une interprétation de thème que j'aime beaucoup, c'est l'interprétation de Miles Davis de la mélodie de Autumn Leaves, et je trouve que c'est particulièrement représentatif parce que Autumn Leaves telle qu'elle est notée dans un real book, et si on l'interprète de la sorte, ça peut être vraiment très plat et très monotone, je vous montrerai tout à l'heure, et Miles Davis en fait une interprétation qui sonne vraiment bien, qui sonne vivante. Alors on va commencer, et on va commencer surtout par s'écouter le morceau. Pour l'instant, on va écouter les deux premiers A, donc c'est ce que vous avez en partition ici. Vous voyez que au-dessus, la petite partition grisée qu'on voit à peine, c'est la mélodie telle qu'elle est écrite dans le read book, et en dessous, c'est la mélodie telle que l'interprète Miles Davis. Et on va s'arrêter là pour l'instant. Donc pour l'instant, pour cette première partie de vidéo, on va s'attarder sur le rythme. Et d'ailleurs, vous l'avez entendu, ça swing. De mon point de vue, la première raison pour laquelle vos interprétations de thèmes ne sonnent peut-être pas assez jazz à votre goût, c'est parce que vous ne swingez pas. Et donc on va voir les techniques que Miles Davis utilise pour swinger. En premier lieu, si vous regardez bien à la mesure 10, alors la mesure 10 c'est celle-ci, je vais vous la faire écouter tout de suite. Vous voyez qu'on a des croches swing, là où la mélodie n'en contient pas du tout. Ça va être ici. Alors vous n'avez peut-être pas entendu, mais l'articulation de ces croches est très intéressante puisqu'il accentue légèrement les croches qui sont en contretemps, d'ailleurs même beaucoup cette dernière croche là. Et ça, même si vous jouez vos croches avec un débit binaire, donc des croches parfaitement égales, si jamais vous accentuez légèrement ce contretemps, ça va sonner comme du swing. Bien entendu, pour avoir de belles croches swing, vous pouvez également considérer donc ce débit de croche comme correspondant à un débit de noir de triolet, puis une croche de triolet. Tous ces détails-là, donc sur le swing, sur le placement, je vais en parler juste après, je les ai détaillés dans un article sur jazzcomposer.fr, donc je ne passe pas plus de temps dessus, tout est dans la description. Un autre élément rythmique qui concerne les croches, ça va être les départs de phrases, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par rapport à la mélodie écrite, on a beaucoup de départs qui se font en contretemps. Par exemple,
le début de la mélodie, si je fais comme c'est écrit, 1, 2, 3, 4, 1. La version de Miles Davis, 1, 2, 3, 4, 1. Vous voyez que ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus léger. Et ça tient en partie à ce début de phrase qui se fait en contretemps. Et d'ailleurs, je vous laisse mettre en pause vite fait la vidéo. Regardez chaque début de phrase, vous verrez que c'est presque toujours en contretemps. Donc ça nécessite de raccourcir un petit peu la mélodie, voire rajouter des notes. La deuxième raison pour laquelle Miles Davis swing autant, pour moi, c'est parce que son débit de noir est vraiment hyper assuré, hyper assumé. Ça le connecte à la rythmique. Et ça passe par appuyer un petit peu les noirs. Si jamais je vous les joue telles qu'elles sont écrites et un petit peu à la manière classique, entre guillemets. 1, 2, 3, 4. Et tel que le joue Miles Davis. 1, 2, 3, 4, 1. Vous voyez qu'on sent vraiment dans son phrasé tout le tempo qui est en train de défiler. Si vous voulez appliquer ça à votre jeu, je vous conseille de penser que vous êtes responsable du tempo et que votre débit de noir doit être comme un métronome, aussi soudé que par exemple la basse qui fait la walking bass. Le troisième point que j'aimerais aborder, je vais l'aborder très très vite parce que le sujet est assez vaste, ça concerne son placement. Le placement, c'est la manière dont on choisit d'accélérer légèrement ou ralentir légèrement par rapport au tempo absolu du morceau. Si on se place en arrière du temps, c'est-à-dire qu'on va jouer nos notes légèrement en retard par rapport au temps, on va avoir une sensation d'étirement du temps. A contrario, si jamais on se place en avant du temps, on va avoir une sensation qu'on va pousser le tempo. Je peux vous faire écouter ça, ces mesures-là 10-11, puisqu'on l'entend vachement bien. Donc là, écoutez bien la contrebasse, la batterie, qui eux jouent plutôt sur le temps, et Miles Davis qui étire le temps et pour se placer derrière. C'est parti. Voilà, écoutez bien. Ça s'entend particulièrement sur le début de la mesure. Observez comme il arrive en retard, je vous le refais réécouter. Vous voyez qu'il a presque une croche de retard, c'est assez énorme. Ça donne un effet faussement décontracté. Donc quand vous vous placez en arrière du temps, c'est un petit peu nonchalant. Alors que quand vous vous placez en avant du temps, ça donne un effet un petit peu plus pressé, un petit peu plus excité. Mais ça crée quand même une tension par rapport aux instruments qui vous accompagnent, puisque là, en l'occurrence, Miles Davis, il est un petit peu sur le fil. Est-ce qu'il est en retard? Est-ce qu'il va y arriver? Et donc c'est pour ça que je vous dis que c'est faussement décontracté. Et la quatrième raison pour laquelle le discours de Miles Davis swing autant, c'est parce qu'il a une énorme palette de débit. Il varie beaucoup, donc entre la croche, la noire bien sûr, mais aussi la double croche, et on va le voir dans la section suivante, les triolets de croche. Et ça lui permet aussi bien d'être connecté, soudé à la rythmique avec le rythme de noir, le rythme de croche, mais il peut très bien également se déconnecter de la rythmique en jouant sur un débit de triolet ou un débit de double croche, et ça donne un phrasé extrêmement riche, caractéristique du jazz. Bien, passons à la variation de mélodie que Miles Davis applique à Autumn Leaves. Nous sommes toujours sur les sections A de Autumn Leaves, donc là je vais vous demander de réécouter et de prêter bien attention aux endroits et aux techniques qu'utilise Miles Davis pour varier légèrement la mélodie, ou la varier même beaucoup. C'est parti! Alors pour moi, la technique la plus impactante et ce qui fait vraiment que cette interprétation d'Autumn Leaves est mythique, c'est cette note par ici. En fait, ça consiste à substituer une note de la mélodie par une note plus sophistiquée, et là, Miles Davis va substituer la tierce par la sixte, surtout la sixte sur un accord mineur. C'est une note qui est extrêmement chargée en émotion. Je vous la joue. C'est vraiment une note très expressive. Autre élément de variation mélodique
très significatif, ce sont les runs. C'est un terme qui est utilisé en anglais pour désigner des montées ou des descentes d'arpèges ou de gammes sur une grande tessiture de notre instrument. Et Miles Davis, il l'utilise là, ici, aux mesures 4, 5. Je le joue. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il part du grave et il va aller chercher une note du thème au lieu de faire. La note qu'il vise, c'est le Ré et il va monter une gamme pour aller jusqu'à cette note qu'il cible. Toujours pour parler de débit rapide, on peut observer Miles Davis jouer des débits de double croche pour relier des notes de son thème. Si je reprends par ici, 1. Et ça a pour effet de densifier un petit peu la mélodie et de la rendre un petit peu plus virtuose. Dernier élément qui va pouvoir renforcer votre swing et le swing de la mélodie que vous réinterprétez, c'est de répéter des notes en fin de phrase notamment. Si je prends les deux dernières mesures de notre section là, 1. Alors que normalement cette dernière note est simplement jouée une seule fois. Et ça, le fait de rappeler le swing en répétant une note, Miles Davis le fait beaucoup, et il va le faire avec ce débit de croche, mais aussi avec un débit de noir pointé, puis croche, ça ce sera dans les sections ultérieures. Dernier élément qui peut vous aider à varier votre mélodie sans trop dévier du thème, ça va être le fait de prendre des petits segments et de les retarder légèrement par rapport à leur échéance normale. Et ça élève une petite tension également. Ah, il m'a pas joué le petit bout que j'attendais. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va pas le faire? Ah, ok, il l'a fait. Miles Davis joue beaucoup de ce truc-là, notamment dans les sections B et C. Donc je vous montre ça tout de suite. Hop. Et ça va se passer par là. Normalement, la mélodie. Si je vous joue la version de Miles Davis. Donc la fin de phrase s'est fait un petit peu attendre, donc ça crée un petit peu d'envie, un petit peu de pression. Pression résolue puisque Miles Davis joue la fin de la phrase. Remarquez qu'à la fin de la phrase, on répète la note avec le rythme dont je vous parlais tout à l'heure, le rythme de noir pointé puis croche, pour rappeler le swing. Passons maintenant à la troisième partie qui va concerner la cerise sur le gâteau, à savoir l'articulation et les nuances. Pour ça, on va s'écouter les sections B et C de l'exposé de thème. C'est parti! Donc déjà, soyons au fait sur les termes. L'articulation, c'est le fait de mettre en scène avec une certaine intention une note écrite. Et pour ça, on a plusieurs techniques. On peut raccourcir la note, on peut l'allonger, l'étirer, l'appuyer un petit peu, on peut l'accentuer ou on peut lier les notes entre elles. C'est parti, listons les éléments d'articulation que Miles Davis utilise pour embellir sa mélodie. Donc ça, c'est présent sur tout l'exposé de thème, mais on peut le voir particulièrement, donc, mesure 21-22, l'utilisation de notes courtes ou notes piquées. Ça va être là. Vous savez que les notes sont courtes. On a également l'opposé, donc des notes longues, appuyées. Et ça se fait juste avant la section B et sur la première phrase de la section B. Je vous la fais écouter. Écoutez. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Là, on est sur une interprétation longue qui prend son temps. Au lieu de...
Et rien que ce contraste entre note courte et note longue, il est déjà caractéristique d'un phrasé hyper riche qu'on retrouve dans le jazz. Autre point, et c'est sans doute le point culminant de cet exposé de thème, c'est les accents, et notamment l'énorme accent qu'il met à la mesure 22. Je m'y drop par ici. C'est pas anodin que Miles Davis mette un gros accent sur cette note-là, puisque ça va être la note la plus haute, la plus aiguë de la mélodie, et ça accentue la charge émotionnelle de ce passage. Ça me permet de faire le pont vers la nuance, puisque vous voyez que, plus qu'un accent, on a carrément un changement de nuance sur ce passage-là, puisque Miles Davis passe du mezzo forte à un forte assumé à partir de cette note-là, et il va légèrement redescendre en nuance sur le segment de phrase suivant. Comme je vous le disais, dans sa gestion des nuances, donc c'est-à-dire les dynamiques du morceau, s'il joue plus fort ou s'il joue moins fort, on a beaucoup de décrescendo et de crescendo. Donc crescendo, c'est quand on joue de plus en plus fort, et décrescendo, c'est quand on joue de moins en moins fort. Pour ça, j'aimerais vous faire écouter juste la fin à partir des 4 dernières mesures. Donc là, on est sur une nuance plutôt mezzo forte. On redescend. Piano. Et on va remonter. C'est assez subtil, mais ça donne quand même du relief à la mélodie. Et en termes de dynamique globale, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça suit quand même la forme du morceau et le contour de la mélodie, c'est-à-dire que Miles Davis il commence vraiment piano. Sur les sections B et C, la nuance est de plus en plus forte jusqu'à ce point culminant là, ce fameux sol, où vraiment on est forté. Et pour terminer le thème, on revient sur une nuance vraiment plus douce. Et d'ailleurs, une chose que Miles Davis aimait beaucoup faire, et qu'il fait dans ce thème, est de lancer les solos comme une rampe de lancement en montant une gamme dans l'aigu et en augmentant la nuance de la même façon. Ça a un côté un petit peu spectaculaire qui peut également être propre au jazz. Bon, ça en fait des choses. Donc, on a vu dans cette vidéo que l'exposé de thème de Miles Davis sur Autumn Leaves sonnait jazzy, donc s'inscrivait dans l'idiome du jazz, grâce à sa gestion du rythme, sa swing, grâce à ses variations de mélodie. Donc, il utilise des petits procédés pour l'améliorer, la rendre un petit peu plus sophistiquée ou alors plus virtuose. Et il saupoudre tout ça d'articulations et de nuances riches et variées qui donnent du relief à sa mélodie. Maintenant, c'est à vous de jouer, vous reprenez chacun des points que j'ai évoqués dans cette vidéo et vous l'appliquez à un thème, à une mélodie que vous maîtrisez bien. Comme ça fait beaucoup de choses, je vous ai préparé une petite fiche récapitulative. Donc ça, vous pourrez l'imprimer, la poser sur votre pupitre, l'accrocher, faites ce que vous voulez, mais ça reprend point par point, étape par étape, tout ce que j'ai dit, et c'est dans un ordre logique croissant de difficulté. Cette fiche, vous pourrez la retrouver sur ma page Patreon. Donc cette plateforme, moi je l'utilise pour poster des vidéos, des formats assez courts, sur lesquels je me concentre sur des petites pépites de vocabulaire qui sont nichées dans les solos des grandes jazzmen que j'analyse sur cette chaîne YouTube. Donc j'ai pas le temps de m'attarder sur chaque phrase, et ça je le fais sur ma page Patreon parce que ça peut nous aider à vraiment progresser et vraiment choper ces petits réflexes qui font que finalement ce qu'on joue s'inscrit dans cet idiome du jazz. Également, vous pouvez retrouver toutes les ressources de cette vidéo, à savoir le solo en format PDF transposé dans toutes les tonalités pour tous les instruments en transpositeur, mi bémol, si bémol, même en clé de fa. Et tout ça, c'est pour une somme modique et vous n'avez pas idée d'à quel point ça m'aide à produire ce type de contenu. Donc, ces différents points, il faut que vous les travailliez lentement, un à la fois. Et si jamais vous avez vraiment besoin, ça va trop vite, vous n'avez pas le temps de bien réfléchir, vous pouvez très bien passer par l'écrit et donc vous écrire un morceau ou carrément tout l'exposé de thème que vous aimeriez ensuite interpréter. Un petit peu comme une étude en fait. Merci de m'avoir écouté. Bien entendu, partagez cette vidéo à vos collègues jazzwomen et jazzmen. Moi, ça m'aide énormément à me faire connaître. Vous êtes plus d'1 millier à vous être abonnés à cette chaîne. Merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. Ça prouve que ce que je produis vous est utile. Mettez un pouce, ça plaît à l'algorithme. Et bien entendu, je vous retrouve en commentaire pour discuter de tout ça. À bientôt sur jazzcomposer.fr.